Il s'agit plutôt maintenant d'une conversation. Et avec Stuart, ce qu'on souhaite, c'est que si vous voulez poser une question, intervenir, nous interrompre, surtout il faut que vous vous sentiez à l'aise. Et on voudrait quelque chose qui soit assez interactif avec la salle et pas rester dans une présentation formelle. Voilà. Je vais revenir sur la présentation excellente de Stuart ce matin. Parce que j'avais une... OK, waiting for you. It's working? It works now? Channel 2. Yes, it's fine. Je voulais commencer par poser une question à Stuart par rapport à sa présentation. J'en ai beaucoup, mais par rapport à sa présentation de ce matin. Il a démontré brillamment que nos communautés, que les groupes, j'aime pas parler de la communauté gay qui est une valeur un peu abstraite pour moi, mais en tout cas dans nos groupes et nos communautés, un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui sont hérités d'une homophobie, du trauma, de rapport à l'enfance, d'énormément de choses et d'une partie de notre histoire. Comment est-ce qu'il peut expliquer aujourd'hui une chose toute simple, c'est que nos groupes, et certains dans nos groupes, reproduisent ce schéma excluant pour les autres? Je ne suis pas 100% sûre de comprendre la question. Comment que tous les mécanismes, homophobie dans la famille, stigma, représentation, que vivent tous les gays depuis l'enfance, ou la majeure partie des gens de nos groupes depuis l'enfance, certains les reproduisent au sein même de la communauté. Et reproduisent d'une certaine façon l'homophobie, le rejet d'autres membres de la même communauté. Est-ce que tu as une explication là-dessus? Je dirai après pourquoi. En fait, je pense... En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que parfois, donc les personnes LGBT parlent souvent du bullying, du harcèlement. Moi, j'en ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune. Et une des choses intéressantes, c'est que quand on a une personne qui martyrise quelqu'un dans une famille ou qui martyrise d'autres écoliers, eh bien, généralement, c'est quelqu'un qui a absorbé ce genre de choses dans sa propre famille, qui en a fait l'expérience de la part de son père. Et donc, du coup, c'est une expérience qui se reproduit. Et souvent, ce sont des gens qui se sentent impuissants dans le contexte familial et qui, du coup, aussi voient l'exemple d'un père ou d'un parent qui commet du harcèlement. Et donc, du coup, ils essayent de reproduire la même chose pour faire semblant d'avoir une estime de soi. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec de l'estime de soi. C'est un manque d'estime de soi qui pousse les gens à agir de cette manière. Et donc, oui, les gens dans la communauté LGBT ont fait l'expérience de stigmatisation, de marginalisation et d'homophobie. Et je pense que c'est très similaire, ce phénomène-là. En fait, on finit par perpétrer la même chose dans nos propres groupes. Et je pense que d'une manière générale, on a vraiment des problèmes de manque d'estime de soi dans la communauté LGBT parce qu'on a grandi en absorbant les messages que nous envoyait la société et nos familles, dans certains cas, des messages qui nous sont communiqués de toutes parts, très souvent, qui nous disent qu'on est dégoûtant, que sexuellement on est dégoûtant aussi, à plusieurs niveaux on est dégoûtant. Et je pense qu'on n'a pas forcément la ressource en grandissant pour faire face. Et peut-être que du coup, nous aussi, en retour, on attaque les gens pour un point ou un autre, pour leur identité. Je suis d'accord avec vous, je trouve ça épouvantablement triste de voir que des choses comme ça se passent. Je sais, chez R12 en Thaïlande, avec nos clients LGBT, on a vu que l'homophobie internalisée était vraiment un facteur secondaire sous-jacent. On a des groupes pour traiter de cette thématique-là, pour sensibiliser les gens. Et souvent, les gens nous disent qu'ils ne se sont même pas rendus compte, qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils avaient internalisé cette homophobie. Et
un petit peu, c'est comme une verrue. Une fois qu'on en est conscient, eh bien, on résout le problème assez vite parce qu'on ne veut pas être comme ça. Ils nous disent, je ne veux pas être comme ça, je veux être la meilleure version de moi-même, je veux être gentil, je veux prendre soin de mes frères et sœurs de la communauté LGBT. Question, parce qu'on va essayer quand même d'orienter cette discussion autour du chemsex en tout cas. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines définitions? Est-ce que vous êtes tous à l'aise en tout cas avec la thématique? Moi, oui, je vous en prie. Vous avez parlé de chemsex, est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Répondre tout de suite, oui. Moi, je suis Fred Bladou, je travaille pour l'association Aide. Je suis administrateur aussi de la salle de consommation de Paris, à moindre risque. Et je travaille sur le chemsex depuis maintenant à peu près 6 ans, quasiment 6 ans. Donc depuis vraiment la flambée et la grosse émergence les nouveaux publics qui sont arrivés en France. Donc le chemsex, c'est comme Stuart l'a dit ce matin, c'est l'usage de produits psychoactifs dans un but à visée sexuelle. C'est-à-dire que on ne peut pas dissocier l'objectif sexuel, ou en tout cas la raison et la motivation sexuelle de l'usage de produits. Pardon. Ok, pardon, excusez-moi. Et donc, en général, on va sur la question spécifique des produits. Les produits qui sont consommés, peu importe le mode de consommation, ce sont systématiquement des stimulants. C'est cocaïne, c'est méthamphétamine, cristal, Tina. Ce sont toutes les nouvelles drogues de synthèse, tous les nouveaux produits de synthèse de la classe des catinones, méphédrone, etc. Enfin, il y a énormément de produits, de molécules différentes. Et le seul produit qui ne soit pas un stimulant, c'est le GHB, mais qui pris GHB, GBL, mais qui consommé dans ce contexte, et surtout sur certaines doses, peut aussi donner des effets désinhibants. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces produits ont tous une particularité en commun, c'est d'amener un sentiment de performance, un sentiment où, dans la sexualité, on va rechercher la désinhibition, on va rechercher la performance, le fait d'être un surhomme sexuel, de pouvoir avoir des rapports sexuels et de pouvoir avoir tout type de rapports sexuels qu'on ne se serait pas forcément autorisé sans les produits. Et c'est vraiment, voilà. Donc on va consommer des drogues, des substances qui peuvent permettre d'arriver à ça. Voilà, donc dans le cadre de mon travail, donc Aide est une association de lutte contre le sida et les hépatites, c'est-à-dire, et on est aussi une structure de réduction des risques depuis historiquement. Quand on a commencé à travailler sur le chemsex, ou quand on a eu les premiers cas de personnes qu'on accueillait chez nous et qui arrivaient, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est et vers quoi on va? L'usage de drogue, ça a été dit ce matin, l'usage de drogue chez les gays, dans les communautés MSM, en contexte sexuel, a toujours existé. Personne n'a rien inventé avec le chemsex. La seule grosse différence, c'est qu'on est arrivé dans une pratique extrêmement ritualisée, appartenant à des codes très propres à cette pratique, celle du chemsex, qui sont l'apparition de nouveaux produits, les drogues de synthèse et les nouveaux produits de synthèse, mais également une notion de sexe en groupe, et surtout la vraie chose qui a transformé complètement et qui a fabriqué cette communauté, c'est l'apparition vraiment du smartphone. L'apparition du smartphone comme le prolongement du bras. Depuis le smartphone, vous n'allez plus dans un endroit de convivialité, puisque pour rencontrer quelqu'un, vous rencontrez cette personne directement sur Internet. Vous n'avez plus besoin d'avoir recours au deal traditionnel ou à un dealer traditionnel, donc d'aller le chercher, de le connaître, de l'identifier, ce qui n'est pas forcément toujours extrêmement accessible en fonction du lieu où on vit. Mais là, vous faites tout depuis votre téléphone. Du recrutement de vos partenaires sexuels sur des applis qui sont dédiés, ou en tout cas utilisés pour ça, l'achat de vos produits psychoactifs et qui sont livrés chez vous dans la boîte aux lettres. Et donc c'est véritablement le chemsex, c'est vraiment le mélange de tout ça. Apparition des nouveaux produits de synthèse super stimulants, mélangés avec cette société dont on a parlé ce matin, dont tu as parlé ce matin, hein, cette société performative, celle de la vitesse, et qui est vraiment, le chemsex est pour moi vraiment un exemple frappant
et qui illustre parfaitement ta démonstration de ce matin sur cette société performative de l'exigence où la faiblesse n'est plus possible et où finalement on l'a vu arriver très tôt dans le chumsex où on n'est plus un gay qui veut avoir des pratiques sexuelles comme n'importe qui ou un désir partenaire ou ce que vous voulez, mais on est vraiment quelqu'un qui va chercher vraiment une hyperconsommation ou en tout cas une consommation très très forte de relations sexuelles, de différents partenaires sexuels, de produits, et vraiment comme une injonction performative et pour répondre à ce que tu as décrit parfaitement ce matin. Voilà, donc association de lutte contre le sida, donc je vais y aller très très vite pour qu'après on puisse reprendre une discussion. Donc les premières préoccupations auxquelles on a eu à faire face directement a été la question, parce que d'un seul coup on voit arriver des gens qui ne sont pas des usagers de drogue classiques, ceux qui fréquentent nos 30 carrures de aide depuis des années, c'est-à-dire pas ces publics qui ont plutôt une bonne connaissance de la réduction des risques, de l'échange de seringues. On voit arriver des publics qui sont tout frais, tout neufs, qui s'injectent, donc avec tout ce que ça peut comporter comme problématique propre liée à l'injection, mais aussi aux contaminations, éventuellement VIH et hépatite C. Donc il nous a fallu quand même un certain nombre d'années. Donc tout notre travail, ça a d'abord été déjà de comprendre ces produits, comprendre ces pratiques, également fabriquer une comme je l'ai dit au démarrage de mon intervention, avec le chumsex, il était impossible de dissocier sexualité et usage de drogue. C'est-à-dire qu'on était on était quand même plutôt relativement tranquille. Nous à Aide, on avait des publics, alors plein de publics différents. On avait les gays d'un côté, donc c'était formidable, on faisait de la prévention sexuelle. Et puis quand même, notre boulot a consisté quand même pendant des années, en dehors du plaidoyer ou de la recherche, notre boulot consistait quand même qu'à distribuer des préservatifs, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens de prévention autre que la prévention comportementale et le préservatif. Et là, du coup, et puis chez les usagers de drogue, alors là, c'était très simple, on ne parlait jamais de sexualité ou quasiment jamais, puisqu'ils étaient majoritairement consommateurs d'opiacés, et donc la question de leur sexualité était tout à fait accessoire et anecdotique. Le chumsex nous a obligés à bouleverser totalement notre approche et notre perception des nouveaux publics. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne pouvait plus se satisfaire de la réduction des risques à l'ancienne, en disant voilà du matériel stérile et puis ça va suffire pour te protéger, parce que ce n'était pas le cas. Ou alors voilà des capotes et puis passons à autre chose. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de travailler les deux approches toujours ensemble et de ne jamais essayer de les dissocier. Voilà, donc les questions RDR, ça a été soulevé un petit peu dans l'autre atelier sur la sexualité. J'essaie de faire très très vite pour qu'on puisse... Donc aujourd'hui, c'est quoi finalement la stratégie de NASSO comme aide, avec à peu près maintenant une vingtaine de sites répartis sur tout le territoire, c'est d'offrir aux usagers de chumsex, aux chumsexeurs, c'est de leur offrir toutes les méthodes dont les plus innovantes de la réduction des risques. Alors échange de seringues, analyse de produits, accompagnement à l'injection, enfin tout ce qui s'offre à nous pour faire en sorte qu'ils ne se contaminent pas à cause de l'usage de produits, et en même temps d'avoir mis en place et d'offrir à nos publics, et d'offrir à ces personnes que nous accueillons, un ensemble, toute la prévention comportementale et biomédicalisée à VIH et hépatite, avec des incitations au dépistage, PrEP, TASP et tous les moyens biomédicalisés dont on dispose aujourd'hui. Et le troisième volet, celui qui peut vous intéresser, parce que ça, on pouvait le soupçonner, mais le troisième volet est vraiment sur l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des usagers. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin, le sentiment d'isolement, l'incapacité de trouver, il y a 8 ans, avant que les médecins, que les addictos soient aussi accompagnés et soient aussi formés ou sensibilisés aux questions très très particulières de cet usage en contexte sexuel, l'usage de produits et chez les gays. Il a fallu passer pas mal d'heures de formation et offrir en tout cas des lieux d'accueil spécifiques à leur pratique. L'usage de drogue, vous le savez, tout comme l'orientation sexuelle, sont des éléments de discrimination ou des facteurs de discrimination extrêmement élevés. Donc vous imaginez bien que pour des gays
socialement intégrés. On sort encore une fois des caricatures de l'usage problématique de rue, etc. Là, on arrive avec des publics qui n'avaient pas forcément de connaissances ou qui n'étaient pas liés à ces publics de consommateurs. Donc il a fallu construire, et c'est un peu ce qu'on fait, c'est pas un peu, c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est essayer de renforcer leur capacité à pouvoir se protéger sexuellement, mais aussi au niveau de l'usage, et surtout offrir des vrais espaces d'écoute. L'exemple du spot a été cité, avec des groupes d'autosupport, avec des partenariats aujourd'hui, ce qui est quand même très très nouveau dans la réduction des risques, avec des structures psycho-addicto, parce que pour certains, c'est quelque chose d'envisageable, et c'est quelque chose dont ils ont besoin. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, le but de mon intervention, c'était plutôt d'essayer de brosser. Le chemsex n'est pas une problématique. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, parce on est face à une pratique qui est émergente, qui ne va pas en diminuant, et qui n'est pas seulement de la prise en charge addicto, mais qui est vraiment une prise en charge de santé globale. Voilà, sorry, j'ai été un peu long. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou Ouais. Ouais. Par curiosité, c'est très lié au milieu HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Est-ce qu'on voit une évolution d'un public hétérosexuel ou d'autres écosystèmes qui se mettent en place? On le voit un tout petit peu, on le voit un peu, ça commence, c'est très peu documenté, mais on le voit un petit peu dans les milieux toughers, dans les milieux toughers et milieux libertins. Alors, pas forcément, chez les toughers, on va voir l'apparition des catinones, des nouveaux produits de synthèse. Tout ça est assez segmenté, à vrai dire, parce que l'intérêt aussi des produits de synthèse, c'est leur prix qui est extrêmement bas. Et donc, il y a, voilà, dans les milieux de tougher, de techno, etc., il y a énormément d'échanges de produits. Un stimulant qui permet de pouvoir rester éveillé pendant des heures et des heures, forcément a un intérêt, en tout cas pour ces publics, par rapport à la typologie de produits qu'ils peuvent consommer habituellement. Donc on le voit chez les toughers de plus en plus, pas forcément un contexte sexuel, mais quand même on le voit. Et c'est surtout qu'il faut s'inspirer de l'exemple d'autres pays. Moi je me souviens il y a 4 ans une intervention à Stockholm, à l'EMCDDA, où mes camarades hongrois, qui eux travaillaient sur la réduction des risques, mais pas du tout auprès des gays, mais population générale, ont vu arriver les catinones de manière massive, parce que difficulté d'approvisionnement sur l'héroïne. Et donc on prend un autre produit, forcément quand le produit n'est plus là, on essaie d'en trouver un autre, et où la consommation, ou en tout cas la consommation sexuelle, mais explosait, parce qu'on est avec des produits qui sont empatogènes, entactogènes, qui désinhibent, qui favorisent la stimulation sexuelle. Enfin, voilà. Donc, on voit les mêmes caractéristiques sur d'autres groupes. C'est pas que les gays. Notre cerveau n'est pas fait, Ouais. Oui, Stéphane de l'association Aide. Moi, j'interviens quasiment depuis l'origine au spot où je suis animateur du Chill Out Chemsex, qui a lieu tous les mardis. En fait, ce qu'on peut se constater, alors Fred l'a bien expliqué, ce phénomène existe en gros depuis une accélération depuis 2011, avec l'arrivée de ces produits qui sont facilement accessibles, les smartphones qui font que les restaurations sont faciles. On est venu dans une société de l'hyperconsommation où on choisit le mec sur catalogue et on regarde sur toutes les coutures. Il faut 40 photos avant de faire un choix, et puis finalement, quand il ne plaît pas, il y en a un autre qui passe. Enfin voilà, on est dans l'hyperconsommation. Il y a tout un travail aussi sur l'image de soi. Si vous n'êtes pas dans la norme, si vous n'êtes pas dans le physique, dans le physique tel que certains le voudraient, c'est-à-dire bien fait, musclé, jeune, si possible. Alors un peu moins maintenant avec la PrEP, mais si possible, séronégatif. Voilà. Il y a quand même des représentations très dures. On parlait d'une communauté excluante. Elle est très excluante et très violente. C'est aussi un échappatoire pour certains de prendre des drogues parce que ça leur permet d'essayer de se fondre dans ces sous-groupes et de se faire intégrer. Le problème, ça reste un paradis artificiel, c'est que le lundi matin ou le mardi ou le mercredi, parce que c'est souvent des marathons sexuels qui commencent le vendredi, et puis le samedi, le dimanche, et puis avec le temps, des fois ça se finit lundi, et puis après des fois ça se finit le mardi, et puis c'est comme ça que certains perdent leur travail. Donc ce que je veux dire globalement, c'est que
il y a une hyperconsommation de ces produits-là, il y a une polyconsommation aussi des produits, même si globalement les gays ont une assez bonne connaissance des produits, pas tous. Aujourd'hui, on a quand même, on peut se poser la question si on n'est pas au niveau d'une crise sanitaire en France sur ce sujet-là. Je dis la France, mais c'est également sur d'autres pays. Londres a été un exemple, mais Londres a su réagir il y a 10 ans avec l'arrivée de Cristal, où il y a eu une réaction de l'ensemble de la communauté. La France, on est très en retard sur le sujet. Et là, ce qu'on peut voir, en tous les cas, de mon exemple, ce que je vois au spot, c'est qu'on voit aujourd'hui des mecs arriver qui sont, j'ai envie de dire, au fond du trou, qui vont pas bien, qui sont désocialisés, qui ont pour certains perdu leur boulot, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, j'ai le souvenir d'un mec qui est arrivé une première fois, qui avait fait 6 mois de psychothérapie. C'est la première fois qu'il poussait la porte. Il nous parlait qu'il avait fait 2 tentatives de suicide dans les 2 mois qui avaient précédé, qu'il ne voyait pas le but du tunnel. Le petit espoir des 2 heures de discussion qu'on avait avec lui, c'est qu'il a commencé à dire qu'il commençait à voir le bout du tunnel après la discussion avec ses pairs, parce que d'où l'intérêt de l'autosupport. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est comment on peut faire aussi pour... Il y a une prise de conscience de l'ensemble de ces publics-là. Donc certains, on en parlait, certains médecins sont en première ligne pour détecter des personnes qui ne vont pas bien. Quand vous prenez, alors que ça soit, là on est sur les gays, mais ça peut être aussi sur les hétéros, quand vous prenez trop de calmants ou comment on appelle ça, des stimulants parce que vous n'allez pas bien, vous n'avez pas le moral, il faut peut-être se poser la question, pourquoi? Il est où le mal? Et on s'aperçoit aussi que donc, ces personnes-là vont mal, elles arrivent très mal. Et comment on fait pour que des personnes qui commencent ou qui consomment aujourd'hui, qu'on peut appeler happy consommateurs, qui restent encore dans une consommation, on va dire, récréative, le reste, parce que très souvent, sans s'en apercevoir, les gens sont dans une consommation finalement qui pourrait être qualifiée de addictive ou problématique, mais ils ne s'en rendent pas compte. Jusqu'au jour où ils peuvent avoir un pépin de santé, ou alors au pire, on a des cas, malheureusement, tous les lundis matins, Facebook devient aujourd'hui un carnet morbide où vous découvrez les décès de personnes qui sont décédées dans le week-end suite à des marathons sexuels. Donc il y a vraiment un phénomène aujourd'hui, et c'est comment on peut arriver à détecter ces publics-là le plus tôt possible, pas pour les stigmatiser, mais pour faire prendre conscience que à partir du moment où on a une consommation de produits tous les week-ends et que finalement on ne voit plus ses amis, plus sa famille, qu'on a des difficultés au boulot et tout ça lié à ça, il faut au moins peut-être se poser la question du pourquoi. Voilà. What was that? Have you got maybe something to follow up on that? Vous avez une réponse peut-être? Est-ce que vous aviez une question spécifique ou c'était juste un commentaire de fait? On va peut-être passer à une autre question, du coup. Pour les modalités de traitement, éventuellement, mon expérience, en fait, elle est surtout avec le programme en 12 étapes. Je pense que c'est très difficile. On a eu une conversation avec quelqu'un à ce sujet hier soir, justement, et c'est très intéressant, mais je pense que c'est très important d'être capable d'offrir de nombreuses manières différentes de gérer cette question du chemsex. Moi, je suis sobre depuis 16 ans. J'ai été en traitement résidentiel pendant 10 mois. Donc, s'il y a un client qui vient me voir, ou s'il y a une personne qui me téléphone et qu'on me dit « je voudrais être en résidence pendant 28 jours », je leur dis vous pouvez oublier tout de suite, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, nous, on ne fait rien de moins que 60 jours pour ce genre d'addiction. Et je dis ça, pas parce que c'est mon opinion professionnelle, mais parce que c'est mon expérience personnelle. J'ai vraiment tout essayé, j'avais vraiment envie de me remettre et il m'a fallu 6 mois, puis ensuite 4 mois dans une maison de réadaptation et puis ensuite encore 2 mois. Et donc, je pense que vraiment c'est important. J'ai entendu beaucoup de gens qui n'aiment pas être internés, on va dire, qui n'aiment pas le programme en 12 étapes, qui préfèrent utiliser la réduction des dommages. Mais je pense que, en fait, chacun doit gérer le problème à sa manière. Moi, j'aime beaucoup le programme en 12 étapes parce que ça a très bien fonctionné pour moi et j'encourage les autres à l'utiliser dans la mesure du possible. Mais si quelqu'un me dit « Ah, moi, j'aime pas ça, ça marche pas chez moi », eh ben, dans ce cas-là, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres solutions et peut-être d'autres organisations. Stuart, just to go back to the treatment. Je voudrais revenir au traitement dont vous avez parlé un peu plus tôt. Vous avez dit que vous travaillez dans
centre de traitement résidentiel avec des traitements de groupe. Et on a une petite quantité de population qui vient nous voir. Donc, en fait, moi, je travaille dans un groupe en France et il y a des gens qui travaillent sur les questions identitaires, les questions sexuelles et les questions liées à la prise de stupéfiants. Et moi, je me suis souvent dit que ce genre de profil, en fait, c'est très difficile pour eux de s'identifier à des, entre guillemets, des simples usagers de drogue. Et cette question de l'identification, elle est très importante. Et c'est pour ça que je me demande si, ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez abouti à ça parce que vous vous êtes rendu compte que c'était presque impossible de traiter ce genre d'addiction parce que c'est une double addiction, en fait une sorte de comorbidité d'une certaine manière, avec une population mixte? Est-ce que vous pensez que chez vous ça marche bien parce que toutes les personnes que vous traitez ont fait la même expérience? Je pense que... Ou est-ce que vous pensez que c'est la seule solution? Non, je ne pense pas que ce soit la seule solution, parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé mon traitement il y a 16 ans, et quand je suis allée en cure pendant les 6 mois que j'ai passé au centre, il y avait moi et 2 autres gays qui étaient là à cause de la méthamphétamine. Et même là-bas, tous les 3, on a parlé, on avait un petit peu d'identification, mais quand je suis sortie du traitement, quand j'ai entendu parler de Crystal Meth Anonymous, donc les alcooliques anonymes, mais pour la méthamphétamine aux États-Unis, eh bien, en fait, j'avais 0 identification, moi, avec les gens qui parlaient d'héroïne, par exemple. Moi, je savais que je ne pouvais plus continuer à prendre de la méthamphétamine ou à avoir des pratiques de chemsex parce que ça me rendait psychotique et que j'allais mourir. Mais je n'avais jamais volé de l'argent à quelqu'un pour m'acheter ma dose. Donc, je ne m'identifiais pas du tout avec les récits des autres patients. Heureusement, j'ai pu me rendre compte quel était le problème. Et on a ensuite lancé Crystal Meth Anonyme à Sydney parce que, encore une fois, je pense que c'était vraiment important de s'identifier, de parler de ces comportements sexuels extrêmes, de parler de l'utilisation de drogues intraveineuses, de parler de la différence entre le GBL et le GBH. Et il y a vraiment des choses, des détails très spécifiques sur le chemsex qui ne m'avaient pas été communiqués au centre de cure, ni d'ailleurs dans les autres programmes en 12 étapes. Et donc je pense que chez R12, chez nous, et en travaillant avec le reste de la population homosexuelle, je crois que pour nous, on a à peu près 90% de notre patientèle qui sont des hommes gays. Et on se concentre beaucoup sur le chemsex, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'organisations qui le font dans le monde entier. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cette identification très particulière. Les gens doivent pouvoir en faire l'expérience, doivent sentir qu'il y a un espoir, qu'ils sont compris, que les thérapeutes ont de l'empathie pour ce qu'ils traversent, et, qu'ils sont conscients que ça n'est pas la même chose qu'une autre drogue. Et effectivement, il ne s'agit pas simplement de la drogue ou des drogues, c'est aussi une question de comportement sexuel problématique. Donc, moi, je suis allée voir 6 addictologues, et je pense qu'un des problèmes en termes de compréhension, c'est qu'on croit que les gens les adeptes du chemsex sont des addicts au sexe. Ça n'est pas forcément le cas. Moi, je suis allée me faire traiter. J'ai dit, je suis addict à la drogue et addict au sexe. Et c'est pas forcément vrai, parce que dès que j'ai arrêté d'utiliser de la méthamphétamine ou du GHB, eh bien, tout d'un coup, j'avais plus cette envie constante, ces pulsions sexuelles constantes. Et donc, du coup, ça s'est normalisé automatiquement. Donc, je pense que j'ai vraiment de la chance, en fait. J'ai eu l'expérience personnelle de cette question. J'ai pu l'étudier au premier chef. Et maintenant, quand je travaille avec des clients adeptes du chemsex, je comprends quelles sont les questions et les détails liés à cette problématique. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'expériences sexuelles que forcément vous êtes addict. More complex. Yeah. Et c'est perturbant pour le client aussi.
Maxence Assud, patient expert en addictologie et membre de certains groupes d'entraide. Oui, je voulais dire qu'il y avait des groupes d'entraide 12 étapes plutôt orientés, même si ça reste des groupes ouverts LGBT, qui, en tout cas, il y en a au moins un à Paris qui fonctionne bien, où ces questions-là sont abordées par des personnes qui souhaitent se rétablir dans ce cadre-là et on entend parler de plus en plus effectivement de chemsex. Et j'avais une question, est-ce qu'on arrive à distinguer, si tant est que ça soit possible, je dirais, des gens qui ont des pratiques encore du côté du versant récréatif, c'est-à-dire qui n'est pas ce caractère envahissant que vous indiquiez le lundi matin qui se déporte sur le mardi et qui finit par envahir un peu la conscience et la vie des gens concernés. Est-ce qu'il y a une proportion de prévalence de conduite excessive? Quand on la regarde de loin, elle paraît excessive, mais c'est peut-être un jugement extérieur. Est-ce qu'il y a des gens qui s'arrangent avec ces pratiques et qui les modèrent? Et vous l'avez abordé, j'avais une autre question effectivement sur ces... Je sors de l'atelier sur dépendance sexuelle et effectivement, qu'est-ce qu'on éclaire? Est-ce que c'est une dépendance sexuelle qui s'appuie sur des produits? Est-ce que c'est une dépendance à des produits qui s'accordent avec des pratiques sexuelles? Ou voilà, cette question-là, je la repose, même si vous y avez déjà un peu répondu. Sur la consommation... Bon, entendez, ouais. Consommation maîtrisée, ouais. Pas problématique, oui, ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui sont chemsexeurs, qui mettent des limites, qui connaissent les risques éventuels. C'est-à-dire que ce sont quand même des groupes qui sont... Les gens se côtoient beaucoup. Hein. C'est-à-dire que la visibilité de ceux qui, d'un seul coup, perdent pied ou quoi que ce soit, les gens ne sont pas seuls. Les gens ne sont pas seuls. Ils voient très bien que, contrairement à une usagée qui va s'injecter ou qui va consommer seul chez lui en milieu rural et qui ne verra jamais personne d'autre, dans le chemsex, on a quand même quelque chose qui nous sauve un peu, c'est que les gens sont en groupe, au moins à deux. Donc, ils voient très bien que des consommations peuvent tourner, peuvent vite devenir vraiment problématiques, voire catastrophiques. Donc, du coup, il y a pour certains, il y a vraiment une consommation maîtrisée. Ça s'accompagne souvent avec des principes de réduction des risques classiques. Je vais m'autoriser à consommer une fois par mois. Nous, on leur donne des tuyaux pour essayer de pas passer du côté obscur et de perdre pied par rapport à la conso, à savoir se limiter à une quantité de produits, de ne pas consommer les drogues des autres ou les produits des autres, même sur un échange sexuel en groupe, etc. On essaie de donner des tuyaux comme ça. Et puis après, je vais te dire, c'est comme pour toutes les substances, il y a vraiment le facteur de contexte. Hein. Quelqu'un qui est socialisé, qui est plutôt bien dans sa peau, pas en souffrance, et quelqu'un qui va rester dans une consommation potentiellement complètement cadrée, maîtrisée et sans problème. Après, c'est aussi relatif beaucoup aux produits. On a un gros problème avec les catinones, c'est les problèmes de descente, qui sont super costauds. C'est-à-dire que les gens se traînent vraiment des descentes quand ils arrêtent le dimanche jusqu'au mercredi. L'état est un état un peu dépressif, des idées noires. Ça aide pas du tout. Ça aide pas du tout et souvent certains reconsomment pour échapper justement à ce sentiment de descente, qui n'est pas un craving mais qui est vraiment une descente. Voilà, c'est sur ta première question. Et la seconde, je me souviens plus. Ah oui, le lien. Je suis incapable de répondre. Peut-être que Stuart pourra répondre, mais j'ai la même opinion. Je pense exactement la même chose que lui. Certains dans le chemsex avaient peut-être ou étaient peut-être des hyper consommateurs, parce que moi l'addiction sexuelle, je me méfie toujours. J'essaie toujours de. Pour moi, l'addiction sexuelle. En tout cas, ils étaient peut-être dans une situation d'hyperconsommation sexuelle avant le chemsex ou pas. D'autres n'avaient peut-être plus, et c'est ce que Stéphane a décrit un petit peu, et que je trouve intéressant, c'est que beaucoup, moi je reçois beaucoup de gens, hein, à une époque j'avais je menais jusqu'à 10 entretiens par jour. Donc il y a souvent quelque chose dans le discours qui apparaissait dans les motivations du chemsex. C'était
d'abord le sentiment d'isolement. Hein. Je suis seul, je m'ennuie, je passe des week-ends seul, j'ai pas de mec ou j'ai pas de rapport sexuel. Ou voilà. Donc parce que j'ai 45 ans, que je trouve que je suis trop vieux dans la communauté gay. Je suis séropo et c'est pas hyper facile parce que j'ai été victime beaucoup de rejets, beaucoup de choses. Et puis j'ai pas un corps de rêve, donc pour moi séduire en boîte c'est pas possible. Donc le chemsex a représenté et représente encore aujourd'hui pour certains une véritable liberté. D'abord un espèce de c'est de l'ordre d'Ali, hein. Enfin c'est un espèce de truc. Il y a un espèce de truc qui est souvent, ce que je dis, c'est quand ce sont des proches ou quand ce sont l'amant d'un garçon ou son mari qui m'appelle en me disant qu'est-ce que je fais parce que là, il a vraiment plongé et je ne sais plus quoi en faire. Très souvent, je dis mais attendez, moi j'ai quoi à lui offrir? Et c'est ce que j'entends sur les premiers entretiens. Les garçons viennent me voir et me disent moi, depuis 15 ans, j'avais plus de rapport sexuel ou j'avais plus aucune confiance en moi. Le chemsex m'a permis d'avoir des partenaires, d'avoir une occupation. La question de l'ennui et il y a vraiment une question de volonté. Il y a une volonté où il y a un réel besoin de se retrouver dans un groupe identifié. Donc voilà. Donc addiction sexuelle, j'en sais rien. Ça dépend vraiment des gens. On est aussi devant des produits qui transforment n'importe qui, enfin qui transformeraient le pape en acteur porno, hein. Enfin voilà, c'est aussi une caractéristique de ces produits, c'est que même quand on n'a pas de libido, on en prend et on n'a qu'une seule envie, c'est en tout cas d'avoir des pratiques sexuelles. Par rapport à la première question sur la modération du sexe, il y a un auteur aux États-Unis qui s'appelle Michael Clemens et il disait qu'il y a 3 types de personnes qui prennent les drogues. C'est les drogues utilisateurs et les addicts. Et les utilisateurs, je suis jaloux parce qu'ils peuvent gérer ce genre de comportement. Ils contrôlent ça, ils rangent tout à 4 heures du matin, et puis ils se prêtent pour le travail le lundi. Et puis il y a ceux qui abusent de la drogue et c'est là où ça commence à aller mal et ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller mieux. Ils vont peut-être aller à un centre de rétablissement pour 15 jours, mais ils n'ont pas besoin de faire une étape 12 étapes et ils ont pas besoin d'abstinence. Ils vont peut-être faire plus d'exercice ou faire plus de travail ou s'engager plus dans leur relation ou ils vont simplement passer outre. Et j'ai vécu ça, j'ai déjà vu ça. Mais les addicts, c'est des gens comme moi qui, tous les week-ends, j'allais sur 2-3 jours, je me défonçais totalement et je me mettais dans des situations dans les choses, mais mardi soir, je me disais, je vais plus jamais faire ça. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Injecter des choses et coucher avec les gens que je voulais pas pendant 3-4 jours. C'est stupide. Et après, au bout de 3-4 jours, je refaisais la même chose. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc on est le type de gens pour qui, quelle que soit la chose rationnelle à faire, on allait revenir à ce type de comportement. Et c'est des gens comme nous qui avons besoin d'abstinence et des programmes à 12 étapes. Donc tout le monde est différent. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que 60 de nos clients sont venus pour chemsex. Et je pense que seulement 2 ont dit qu'ils étaient addicts de sexe. Donc, dans mon expérience, c'est pas de l'addiction sexuelle. Et un des types qui a parlé de ça, je vais leur parler du modèle Patrick 15. Et la plupart des gens vont me dire non, je touche pas à ça parce que c'est un programme très strict. On n'a plus droit à la masturbation, du fast-food. Donc ils vont dire non, même avant avant de parler du contraire. Mais j'en ai parlé une fois avec un mec et je me disais qu'il allait dire non.
et niait le fait qu'il était addict. Et il a dit oui, je suis sex addict. Et il disait que je faisais ça avant de toucher à la drogue. J'allais dans les toilettes pour emballer les mecs, même avant de toucher à la drogue. Et quand il m'a parlé de son historique, j'ai compris que ça correspondait à son passé. Mais je ne pense pas que la plupart des gens qui viennent me voir pour le chemsex sont addicts au sexe. Mais je pense que j'ai répondu à toutes aux deux questions. There's something you just said which I found super interesting in your example where finalement en pleine descente pourquoi j'ai encore fait ça ou pourquoi j'ai fait ça tout le week-end, quelque chose que je voulais pas faire, pourquoi je m'injecte, et surtout pourquoi j'ai couché avec des gens avec qui j'aurais pas voulu coucher. Et c'est peut-être quelque chose, en tout cas ça, je suis content de finir là-dessus. C'est aussi quelque chose. C'est une question qu'on se pose souvent, ou en tout cas c'est une question à laquelle on essaie de répondre, et on est obligé surtout d'y répondre auprès des gens qui viennent nous voir et chercher un soutien. C'est on rentre dans le chemsex, souvent pour avoir des rapports sexuels, pour avoir des rapports sexuels désinhibés, pour aller retrouver un plaisir ou une notion du plaisir qu'on n'avait pas osé avoir autrement, et en tout cas sans produit, dans une sexualité sans produit. Et puis souvent, ce que les gens nous décrivent, c'est oui, mais j'ai couché avec tellement de gens, ou j'ai couché avec des gens avec qui je n'avais absolument pas envie de coucher. Avec tous les problèmes que ça peut, tous les problèmes qui sont liés, quelque part, à des violences, à de l'abus sexuel, à des choses, en tout cas, qui sont extrêmement mal vécues. C'est une des problématiques aussi dans le chemsex, sur lesquelles on ne s'attarde pas aujourd'hui, ou alors vraiment sur de la prise en charge au long cours, mais sur la question de aller vers ces pratiques pour se libérer et finalement en être complètement prisonnier, et finalement la liberté sexuelle qu'on a voulu enfin atteindre, elle finit par poser problème parce qu'elle est plus maîtrisée, ou parce qu'on n'a plus le choix des partenaires. C'est une vraie question, une vraie question aujourd'hui, et c'est un vrai souci pour les usagers après. Et sur les problèmes de culpabilité, d'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils se sentent, alors que le sexe devrait plutôt être un élément épanouissant ou quelque chose qui rend heureux, et que finalement, après, avec la descente, etc., les pratiques ne sont pas très assumées. Et je trouve que Stuart l'a vachement bien dit.